Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, il est 16h03, on est en direct et c'est vrai qu'on pense tous à Michel Blanc, forcément. Aujourd'hui, un de mes acteurs préférés, bien entendu, comme tout le monde. Franchement, autant dans des rôles drôles, dans des rôles plus dramatiques. Et ils sont incroyables, quand même, cette bande, que ce soit Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, qui est un ami que j'embrasse fort. Donc Christian aussi, qui doit être bien triste aussi, ou Marianne Chazelle, voilà, ils sont tous, Josiane Balasco, et c'est vrai qu'ils arrivent à tout faire, et c'est vrai que Michel Blanc, c'est un des plus grands acteurs français qui nous a quittés cette nuit à l'âge de 72 ans. Fabien Lecoeuvre, on démarre. Vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs versions, enfin surtout la version aujourd'hui qui a été donnée, c'est-à-dire qu'il a injecté un produit avant de faire des examens, soi-disant. C'est ça. Ouais. Il a eu une forme d'allergie à ces produits, et cette allergie s'est transformée en malaise cardiaque. Donc il a été transféré immédiatement à l'hôpital, et malheureusement, il est décédé à l'hôpital il était déjà dans un état alarmant. Et tout le monde a pu constater finalement la crise cardiaque. Quelle tristesse, voilà. Michel Blanc. C'est triste, parce que jeune, 72 ans, c'est quand même pas... Qui va bien nous manquer, Michel Blanc. En plus, on s'y attendait pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, franchement, voilà, je savais même pas quel âge il avait, moi, Michel Blanc. Oui, mais ils sont intemporels, en fait. Oui. D'abord parce que c'est un comédien, les comédiens c'est toujours intemporel parce que les films restent. Et par ailleurs, toute cette bande-là, on a grandi avec eux et donc on ne les voit pas vieillir. Ils font partie du patrimoine populaire et donc ils font partie de notre histoire. Et par ailleurs, évidemment, il y a des phrases cultes qu'on utilise et que même la jeune génération utilise sans même savoir qu'elle provient de chez eux, des films. Donc voilà, ils font partie de notre vie. Oui, qu'est-ce qui se passe ? La toute première fois qu'on l'a vu sur grand écran, c'est dans un second rôle, c'est Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Souvenez-vous de ce film ? C'est la toute première fois, on est en 1977. Et finalement, ce qui révélera le talent, en tout cas, de Michel Blanc, ce sera le film l'année suivante de Patrice Lecomte, Les Bronzés, évidemment, en 78. Plus Les Bronzés font du ski en 79. Et après, ça y est, il était sur la rampe du succès, bien sûr. Merci. Olivier d'Artigol est avec nous, merci. Ça évoque quelque chose pour vous, Michel Blanc, ou pas ? Oui, surtout sur le mot populaire que vient de donner Valérie. Souvent, ce terme est trop utilisé, galvaudé, un événement, une vie populaire ou une personnalité. Lui, il était vraiment populaire. Il était dans le cœur des Français, avec des répliques cultes qu'on connaît tous. Alors justement, on s'est fait un petit plaisir pour les auditeurs d'Europe 1. On a des extraits des Bronzés quand même à dispo. On va se les mettre. C'est parti. Bonjour, excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai été retenu à Paris par une copine, une chieuse, enfin une histoire. Bon. Quel est votre nom ? Jean-Claude, et vous ? C'est Duss, avec un D comme Duss. Voilà, non mais c'était magnifique. Ça nous fait immédiatement sourire, ça nous rappelle immédiatement des choses. Quels sont les chômages d'ailleurs qui vont avoir lieu sur les chaînes ? À mon avis, il va y avoir... France Télévisions a déjà dit qu'ils allaient bousculer leur programme et qu'ils allaient mettre Je vous trouve très beau. D'accord. Isabelle Mergo. Ça, c'est un film plus dramatique où il joue un agriculteur qui est seul et qui essaye de... C'est un peu L'amour est dans le pré, Je vous trouve très beau. C'est ça. C'est ça qui est intéressant avec Michel Blanc, c'est qu'il n'a pas voulu faire que des comédies populaires. Il a essayé de se décoller de cette image-là, de cette étiquette-là. Il a eu beaucoup de mal avec Jean-Claude Duss. Et d'ailleurs, le César qu'il a eu, César du meilleur second rôle, L'exercice de l'État, c'est un très 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 bon film politique où il joue le directeur de cabinet du ministre des Transports, qui est joué par Olivier Gourmet, où il y a eu un dramatique accident sur la route et où il doit tout de suite être déployé sur place. Et c'est marrant ce que disait Valérie, et c'est là où on voit le génie de Michel Blanc et comme il peut être transgénérationnel, c'est que Valérie disait: j'ai grandi avec lui, mais moi aussi j'ai grandi avec lui. Moi aussi j'ai grandi avec les Bronzés. Alors lui, Fabien Lecoeuvre n'a pas grandi, mais il a vécu avec lui. L'expression sur un malentendu, elle est intergénérationnelle. Exactement. Et ça tombe pas Sur un plus bas. malentendu, ça peut passer. Exactement. Merci. En tout cas, on pense fort à tous ceux qui aimaient Michel Blanc, et nous on aimait Michel Blanc. Tiens, il y a une auditrice qui veut réagir sur Michel Blanc sur Europe 1. C'est Salia. Bonjour Salia. Bonjour Salia. Bonjour. Entendez mieux là. Alors Salia, c'est pas la folie. Je vous cache pas que là, c'est... Allô ? Oui, Salia, ça va bien ? Oui, c'est Europe 1. Non, là c'est Europe 1, mais c'est Hanouna directement là. D'accord. Ah, bonjour Salia, ça va bien ? Oui, ça va, on peut aller. Dans tout le monde. Mais on vous entend très mal, Salia. On va vous rappeler. Attendez, je sors dehors. Ah, sortez. Il pleut, c'est pour ça, il n'y a pas de réseau. Attendez, je sors de chez moi. Allez pas trop loin quand même. Prenez pas des risques inconsidérés. N'allez pas attraper une pneumonie pour une connerie. Je suis devant la porte qui donne sur la rue. Ah bon, très bien. Salia, on vous entend mieux. Vous m'entendez bien là ? Oui, très bien. Salia, vous êtes où ? Oui, j'ai été très affectée par le décès de Michel Blanc. Ah bah normal, Oui, comme nous tous, c'est vrai. Il a été mon adolescence, il m'a fait rire aux larmes. Mes sœurs et moi, on a été vraiment choqués là. Ah mais on est tous choqués parce qu'on s'y attendait pas du tout en plus. C'est vrai qu'il est tellement discret, Michel Blanc. Il a eu une crise cardiaque.
Oui. Dû à une infection, d'après ce que j'ai lu. C'est pour m'appeler, c'est pour me dire quoi Mais moi, je vous ai pas appelé Salia. C'est pour me dire quoi? Je l'adore, mais c'est extraordinaire ça. Salia m'a voulu. Merci Salia d'avoir été avec nous sur Europe 1. On vous fait un petit bisou. Bisous, bisous. Salut Salia. C'est extraordinaire là. C'est Salia en fait qui, je pensais, moi je croyais qu'on avait une auditrice en ligne pour Michel Blanc. 01 80 20 39 21. En tout cas, on embrasse Salia. On espère qu'elle n'a pas attrapé froid à cause de nous. On a une petite info qui est tombée aussi. Marine Tondelier. Seule française dans la liste des 100 leaders de demain du Time Magazine. Incroyable. Alors le Time Magazine, on va rappeler ce que c'est le Time Magazine. Oui, c'est un monstre journalistique aux États-unis. Ça fait les classements régulièrement. Ça fait les classements réguliers, ça fait référence normalement. Oui. Et donc c'est la seule classée. Normalement, ça fait référence normalement. C'est la seule classée. Ben oui. C'est quand même très étonnant. Qu'est-ce que vous dites? Surprise. Sur quel critère? Je sais pas. Sa veste verte. Il pense qu'elle va être très importante demain. Pas aujourd'hui, mais demain. Oui, voilà. C'est pas aujourd'hui, ni hier. Elle avait réussi, il est vrai, à exister au moment des élections législatives. Elle avait créé cette veste verte qu'elle mettait à chaque interview. Elle avait fait Libé, l'avait propulsée tout de suite en une. Mais alors de là à la mettre dans le top 100 et surtout seule personnalité française politique pour les années qui viennent et pour demain. C'est vraiment. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu Anne Hidalgo sur un classement précédent. Pour vous dire, ils ont du pif. L'intitulé exact, c'est les 100 leaders de demain. Ouais, les 100 leaders de demain. C'est pas les 100 qui vont aller chez Leader Price demain. Plutôt, je crois. C'est les 100 qui vont aller chez Leader Price après-demain faire des courses. En fait, je crois que c'est ça. En numéro 1, c'est qui? C'est qui? On ne sait pas. On va très bien. Parce que Marine Tondelier, sur les élections, elle est quand même connue pour perdre à chaque fois, parce qu'elle se présente à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen. Donc, après, c'est plutôt courageux. Elle aurait pu se prendre une circo gagnable à coup sûr. Après, on va être un petit peu honnête, parce qu'à un moment, il faut un petit peu noter, elle est pas nulle. Non, elle est pas nulle. Non, elle imprime. Médiatiquement, elle imprime. Elle imprime. Elle est convaincante. Exactement. Franchement, elle n'est pas nulle. Vous savez, il y a toujours un petit portrait dans le Time Magazine quand il y a les sélections. Ils expliquent. Et là, en l'occurrence, c'est la ministre des Affaires étrangères allemande qui a rédigé le portrait de Marine Tondelier. Et elle écrit: avec sa veste verte qui est sa signature, sa bicyclette couleur menthe et son sens de l'humour indiscutable, Marine défend sans relâche notre liberté d'avancer vers une transformation écologique. Ah oui, voilà. J'ai compris. Bon, c'est bon. Ceci explique cela, peut-être. J'ai tout compris, c'est une histoire de chou-fleur. Allez, merci, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. On va vous raconter une histoire folle sur une université. Vous allez voir là, restez avec nous, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui se passe en France. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h12. On est vendredi, bien entendu, on est en direct avec toute l'équipe. Et on va parler de cette affaire qui est arrivée à Gilles Kepel. Gilles Kepel, qu'on connaît bien entendu, politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe. Il sera avec nous dans un instant au téléphone. J'aimerais qu'on raconte cette affaire à nos auditeurs. Gauthier Lebray, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Gilles Kepel était l'invité justement de Sonia Mabrouk et donc d'Europe 1 et de CNews. Et on revenait sur, vous savez, ce qui s'est passé à Sciences Po, ces manifestations pro-palestiniennes où il y a eu des appels à l'intifada. Et Gilles Kepel explique, d'ailleurs il a eu des portraits de Libération très à charge contre lui, j'allais dire lui aussi, et il explique que quand on n'est pas woke, eh bien on se fait annuler dans les universités. On est annulé dans les universités. Mais c'est pas le seul, Gilles Kepel, à être cancellé comme ça dans les universités. Dès que vous n'êtes pas sur une ligne très à gauche woke, vous avez du mal à tenir une conférence dans les universités. C'est arrivé à notre ami Geoffroy Lejeune à de multiples reprises, à Sylviane Agacinski qui est sur une ligne anti-GPA. Ça lui est arrivé aussi. Donc en fait, Gilles Kepel explique qu'il y a une sorte de terrorisme intellectuel maintenant dans les universités et que si on n'est pas sur cette ligne-là, on se fait annuler, on ne peut pas venir tenir une conférence. Très bien, alors Gilles Kepel sera avec nous, il est en ligne d'ailleurs avec nous, Gilles Kepel dès maintenant, et c'est vrai qu'on pose la question, nos universités sont-elles devenues woke? Il y a Wikewak d'ailleurs. Et Gilles Kepel c'était à l'ENS, c'était à l'école normale supérieure. Exactement, l'ENS, j'ai fait 2 ans moi l'ENS. Oui, vous avez fait normal sup? Quelle année? Normal sup. Oui les gars. Respect. Respect, merci. Moi, j'ai passé le concours de Normal Sup. Ah bah, elle a passé tous les concours. Mais ça, les concours, on peut les passer. Après ma cagne, oui, j'ai passé le concours de Normal Sup. Elle était dans un Porsche Macan. Et elle n'a toujours pas le résultat, Valérie. Exactement. Non, j'ai échoué d'un demi-point, ce qui a été douloureux à l'époque pour passer, pour être admissible à l'oral. Lui, il n'est pas échoué d'un demi-point, lui. D'un demi-centimètre. Merci Gauthier Lebray. Allez, Gilles Kepel est avec nous. Bonjour Gilles Kepel, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. C'est vrai que votre témoignage a fait énormément parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'il faut maintenant, il faut montrer patte blanche, patte woke dans les universités maintenant, quoi.
Quasiment, oui, puisque moi j'avais encore 1 an avant la retraite. Oui. Et j'ai reçu une lettre du président de l'université disant que je ne serais pas renouvelé. D'accord. Donc, et qu'on allait fermer en réalité les études sur le Moyen-Orient, parce que comme vous savez, il ne se passe absolument rien au Moyen-Orient, c'est pas la peine de l'enseigner, oui. Et qu'on allait remplacer, ça m'a pas été dit, mais c'est ce qui a été fait, par un programme Sud global, Sud au pluriel, c'est-à-dire qu'on va enseigner de l'idéologie au lieu d'enseigner le savoir et la connaissance. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est absolument hallucinant. Parce que moi, c'est pas une question de ligne. Je suis pas pour un prof de droite, un prof de gauche ou quoi que ce soit. J'essaie d'analyser les faits, les éléments. Mais si on n'est pas dans la défense d'une idéologie, et le Ruberlu qui dirige l'école normale supérieure a écrit justement un livre avec la papesse du woke qui s'appelle Judith Butler. Et donc, lui, il est dans cette ligne, si vous voulez. Et du reste, je n'ai pas besoin de dire son nom, mais son patronyme commence par les 2 mêmes lettres que le mot woke, ce qui est une coïncidence qu'on appelait en latin nomen omen, c'est-à-dire entre le nom et le destin. Ah oui, c'est intéressant. Ça. Très intéressant. Non, et puis en plus, c'est assez édifiant parce que le Normal Sup est une institution. C'est une de nos plus grandes écoles. C'est une grande école qui est connue pour son recrutement qui est hyper sélectif. C'est une université de formation pour la recherche. C'est elle qui forme ce qu'on appelle les élites. Donc c'est très angoissant. Enfin, c'est très perturbant, on va dire. Oui, c'est très préoccupant. Alors le phénomène s'est produit à Sciences Po aussi, mais heureusement à Sciences Po, maintenant il y a un nouveau directeur qui est quelqu'un qui a les pieds sur terre, dont je pense qu'il va être capable de remettre l'institution en fonctionnement. À l'école normale supérieure, à l'université PSL, c'est pas ça. Et celui qui a signé mon exclusion, le président de l'université, lui-même a dû partir avant d'ailleurs, parce qu'il a été visé par un certain nombre de procédures administratives et judiciaires. Donc il m'a foutu dehors, mais il a été puni avant, donc ce qui prouve qu'il y a une justice immanente quelque part. Alors, il paraît que certains professeurs, c'est compliqué d'enseigner d'ailleurs. Hein. Et pour quelqu'un comme vous, Gilles Kepel, ça devenait compliqué d'enseigner, non ? Moi, avec les étudiants, ça s'est toujours parfaitement passé. Ah d'accord. Parce que ils sont intéressés, parce que je raconte que j'ai quand même 50 ans d'expérience, etc. Mais si vous voulez, c'est la machine administrative qui a peur du wokisme ou qui en fait partie, qui décide qu'il faut virer un gars comme moi. Mais c'est vrai que et je vous le dis, il n'y a pas que dans les universités, c'est partout comme ça maintenant en ce moment. Est-ce que je peux poser une question à Monsieur Kepel ? Dans les médias, c'est que ça devient compliqué quand même. On est d'accord. Ouais, est-ce que peut-être... en avion, donc je voulais savoir si l'administration n'est pas peut-être plus royaliste que le roi. Vous avez évoqué la peur. Est-ce que parfois, en fait, il recule avant même d'être touché ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que il procède à votre éviction avant même qu'il y ait le début d'un commencement d'une bronca contre vous ? Il n'y a eu jamais aucune bronca contre moi. Les étudiants m'ont toujours ça bien passé. Parce que je leur apprenais des choses et ils adoraient ça. Après, les étudiants pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Moi, j'ai pas essayé de leur donner des normes idéologiques, mais de leur donner des aspects, de mettre des faits sociaux en équation, en récit. Après, ils en faisaient ce qu'ils en voulaient. Je suis pas leur directeur de conscience. Mais oui, c'est un peu le cas. Nathalie Hennig, qui a écrit un livre là-dessus, expliquait que parfois l'administration se servait de ces idées wokistes pour de contrôler les profs, si vous voulez. Et en fait, pour attenter à leur liberté d'expression, qui est une liberté fondamentale des professeurs des universités, que personne n'a le droit de contrôler, mais du coup, c'est une manière de les foutre dehors, dans mon cas, et de mettre à la place des enseignements qui sont des enseignements d'obédience wokiste, vous voyez. Bon, personnellement, je m'en fiche, j'ai pas besoin de ça, j'ai ma vie, j'ai dirigé 45 thèses, je viens de publier un livre... Le bouleversement du monde. Exactement. Voilà, je vous remercie, qui marche très fort et qui est en plein dans l'actualité, malheureusement. Et donc, personnellement, je m'en fiche, mais je suis consterné pour les étudiants qui, du coup, se retrouvent, ils viennent étudier des choses que j'enseigne et ils se retrouvent avec des woke qui leur apprennent à être enrégimentés. Si je peux me permettre, Gilles Kepel, moi je suis d'accord avec vous sur le fait que Gilles Kepel, il va s'en sortir. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est surtout que ça devient... c'est les autres, bien sûr. C'est les autres. Et c'est la peur partout. Parce que vous parlez de ça dans les universités. Mais je vous le dis, c'est partout actuellement. Dans les médias, c'est pareil, on va pas se mentir. C'est vrai. Valérie Benaïm. Et donc, Gilles Kepel, lui, il a une carrière immense. Il va se retourner. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens
qui vont être maintenant bloqués dès le début de leur carrière. Et ça va créer une forme d'autocensure, c'est-à-dire que pour éviter, on va s'auto-censurer, on va pas c'est ça. On va éviter de prendre tel ou tel mec, et c'est vrai que est-ce qu'il va y avoir encore des Gilles Kepel dans 20 ans? C'est ça le truc, la vraie question elle est là. Je crois que oui quand même, enfin je sais pas si c'est des Gilles Kepel, mais il y a une réaction, il y a énormément de gens qui en ont marre, et je le vois autour de moi, enfin il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça suffit comme ça. Et on voit déjà aux États-Unis que c'est en train de tomber parce que vous avez en fait le business qui s'est engagé là-dedans. C'est ça. Le business a soutenu le wokisme parce que le wokisme est une façon de couper la société en petits morceaux. Chacun est dans son narcissisme identitaire et du coup, vous mobilisez pas ensemble, si vous voulez, pour faire des grèves, etc. Il y a les couleurs, les préférences sexuelles, la taille, je ne sais trop quoi, et la race, la religion. Et du coup, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas mobilisé. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ça a créé des effets pervers tels qu'aux États-Unis, un grand nombre de boîtes qui avaient pas mal soutenu les mouvements woke, etc., sont aujourd'hui en train de remiser tout ça. Alors, bon, comme nous, on est un peu en retard sur les États-Unis, ça va se passer un jour, mais si vous voulez, il y a aujourd'hui un consensus quand même assez important pour dire ras-le-bol. Merci Gilles Kepel, on vous laisse prendre votre avion, et merci d'être intervenu sur Europe 1 dans Marche sur la tête. Merci beaucoup. Merci. On rappelle le livre, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, et des éditions Plomb de Gilles Kepel. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. D'Artigol. Mais par ses travaux, par ses interventions, Gilles Kepel va continuer à nourrir le débat d'idées, le débat intellectuel sans aucun doute. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait plus... L'université, c'est un lieu normalement de friction. Au contraire, c'est là où il y a une ébullition des idées. On a connu sur notre génération. Voilà, ma génération, c'était le lieu du débat. Là, on confisque le débat. Le wokisme arrive des États-Unis. Oui. Ça a été importé, ça arrive des États-Unis. Donc là, on en a subi, j'ai envie de dire, les effets les plus durs au cours des dernières années. Mais je crois, en effet, il y a une réaction, il y a une riposte. On n'accepte pas les excès. Et peut-être que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, Gilles Kepel termine là-dessus, ça va commencer à se produire chez nous. C'est-à-dire, il va y avoir une redescente. Ça va dégriser un peu. Dégrisé. Non mais oui, je crois. Gilles Kepel parlait du nouveau patron de Sciences Po, Louis Vassy, qui est un proche de Stéphane Séjourné, et il disait qu'il espérait qu'il allait remettre Sciences Po sur la bonne voie. Force est de constater que c'est absolument pas le cas. Vous avez des manifestations où on fait des appels à l'intifada depuis plusieurs jours, où la direction donne un quart d'heure à ses élèves d'extrême gauche pour qu'ils puissent dans le hall de l'établissement mettre un boxon pas possible. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, il y a une élève qui a été empêchée d'entrer dans un amphi, et on a entendu dans les couloirs devant cet amphi, ne laisse pas entrer cette sioniste, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça que ça se passe à Sciences Po. Et puis surtout, on nous disait que le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, qui s'appelle Patrick Hetzel, était un anti-woke, très courageux, à rebours total de Sylvie Retailleau. Il a fait un pauvre tweet, il n'est pas allé sur place, il n'a réagi qu'aujourd'hui. Donc franchement, c'est une mollesse et même une forme de lâcheté. C'est des étudiants. Mais laissez le temps au nouveau directeur de Sciences Po de s'installer. Il arrive. Laissez le temps. Si Gilles Kepel nous dit c'est un profil qui est relativisé. Non, mais il faut lui laisser le temps. D'Artigol a raison. Laissez le temps. Let the time. T'as vu des réactions, t'as vu des sanctions, les affiches. J'ai appris une chose. Il y a un étudiant de Sciences Po qui m'a écrit cette semaine, qui m'a dit un truc, et ça m'a été confirmé par la patronne de l'Uni à Sciences Po qu'on a reçue cette semaine. Vous savez que donc des affiches de Philippines ont été placardées à Sciences Po et qu'elles ont été arrachées. Vous savez pas qui la direction aimerait sanctionner? Pas ceux qui ont arraché les affiches, ceux qui ont filmé la scène. Non. Ceux qui ont filmé la scène. Incroyable. 2 élèves de Sciences Po m'ont dit ça cette semaine. Donc, excuse-moi, il est là, le directeur, Louis Vassy, donc tu peux le défendre si tu veux, mais visiblement, il est plus enclin à vouloir sanctionner ceux qui filment la scène que ceux qui ont arraché les affiches à l'effigie de Philippines. Il faut qu'il parte. J'ai pas dit qu'il fallait qu'il parte. Un minimum de fermeté contre les élèves qui mettent le boxon du matin au soir, qui font des appels à l'intifada, qui mettent une espèce de terrorisme intellectuel dans les universités, tant et si bien que tout le monde, c'est autre chose. Tout le monde, un terrorisme intellectuel. Est-ce que vous pensez qu'un élève de confession juive va diriger vers Sciences Po aujourd'hui? Bien sûr que non. Jamais de la vie.
Bien sûr que non. Et je vais vous dire, un employeur, quand il reçoit un CV maintenant, avec Sciences Po dessus, il va dire quoi dans sa tête? Il va dire c'est peut-être un zadiste. Il y a un papier dans l'Express d'ailleurs qui raconte qu'aujourd'hui, certaines entreprises ne recrutent plus au sein de Sciences Po. Bien sûr, vous avez vu les images. C'est en train de déprécier cette Sciences Po. Plus personne ne va vouloir y aller. Évidemment. Ça va être catastrophique pour eux. Non, mais c'est vrai que c'est les grands perdants, ça va être là, au bout du bout. On va se retrouver dans un instant. Sur Europe 1, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir là-dessus. On va prendre pas mal d'auditeurs. 01 80 20 39 21. Et puis on va parler de la vidéosurveillance. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des caméras partout, non pas pour vous surveiller, mais moi je pense pour vous protéger. A tout de suite sur Europe 1. Et on parle de cette affaire à 16h32 sur Europe 1. Gilles Kepel, que vous connaissez tous bien entendu, qui a écrit un livre dernièrement, encore une fois politologue et spécialiste de l'islam et du monde arabe. Son livre Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre aux éditions Plomb, est disponible bien entendu. Il nous disait il y a un instant, Gauthier Lebray, qu'il avait été mis à l'écart d'une université. L'ENS. Exactement. Parce qu'il n'était pas assez woke pour lui, et il pense que c'est pour ça. Oui, vous parliez des médias à l'instant, Cyril, avec lui, en disant c'est pareil dans les médias, c'est de plus en plus dur, effectivement, si on n'est pas sur cette ligne-là, cette ligne woke. Je pense qu'il n'y a pas un endroit en ce moment qui est pire que l'université. Vraiment, le nombre d'universités, vous avez des débordements, ou si vous n'êtes pas sur la ligne et que ça se sait que vous êtes un étudiant de droite, mais vous vivez l'enfer. Vous êtes ostracisé, vous êtes pointé du doigt. Dès qu'il y a une manifestation, ne serait-ce que de compassion avec Philippine, parce que j'ai cité Sciences Po tout à l'heure avec les affiches qui ont été arrachées, mais c'est pas la seule université à Grenoble, ça a été la même chose. Et pourquoi elles ont été arrachées ces affiches? Parce que il était mis un fait, c'était purement factuel, qu'elle a été tuée par quelqu'un qui est sous OQTF. Donc dès que vous prononcez le mot OQTF, vous êtes xénophobe. Donc il y a une forme de terrorisme intellectuel. Et encore une fois, je suis désolé, effectivement, il y a eu un communiqué aujourd'hui du ministre de l'Enseignement supérieur pour le 7 octobre qui aura lieu lundi et pour dire au recteur, attention, tout débordement doit être signalé et empêché en amont. Mais on n'a pas quelqu'un d'assez ferme dans ce ministère. On pensait que c'était terminé le laxisme avec Sylvie Retailleau. Visiblement, ça continue. On a Judas en ligne. Bonjour Judas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 28 ans. Bonjour l'équipe, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous étiez à Paris-Dauphine, vous? Exactement. Puis Paris 4. Paris. Comment ça va, Cyril? Très bien, Judas, merci d'être avec nous. Alors, comment ça se passait pour vous à l'université? C'est la catastrophe. Non, sans rigoler. Pourquoi catastrophe? Non, mais je suis honnête. Voilà, c'est la catastrophe, c'est fini. C'est-à-dire, racontez-moi. Si on est juif, c'est fini. Quoi, en université, quoi? On est juif. Si on est juif, si on est de droite, c'est terminé. Ah, vraiment? Désolé, Je dis ça à la radio, mais c'est la réalité. C'est fini. Pourquoi, Judas, vous avez pas pu, vous avez subi des pressions, vous êtes. Alors moi personnellement, je me suis fait discret. D'accord. Donc ça va. Si jamais vous affichez vos opinions politiques, que vous soyez, on va dire pro-israélien, ou que vous soyez de droite, que vous ayez un point de vue différent des autres sur l'immigration ou quelque sujet que ce soit d'ailleurs, et que vous êtes en contradiction avec l'idée wokiste et l'idée humaniste, c'est terminé pour vous. Ça veut dire que vous êtes dans une catégorie, on vous met dans une case, et ça y est, on vous parle plus, on veut plus vous donner les cours, on vous met à l'écart pendant les TD, c'est fini. C'est incroyable ce que vous racontez, Judas. En plus, c'est dans une île des. Mais attendez, mais ça, c'est rien, ça. Ça veut dire ce qui se passe à l'université, c'est un drame. Racontez-nous. C'est partout comme ça. Et l'université, c'est le cœur du futur de notre pays. Bien sûr. Oui. C'est le cœur du futur. Comme ce qui se passe aux États-Unis, où c'est la future génération de sénateurs, d'accord, de membres du Congrès. En France, ce sera la future génération de députés, de sénateurs et d'élus. Eh bien, la future génération, elle sera de gauche. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas su faire le travail au préalable et que les professeurs sont de gauche aussi, malheureusement beaucoup. Ils nous inculquent une culture wokiste et humaniste qui nous envoie droit dans le mur. Alors, vous avez aussi votre copine qui est à l'université, c'est ça? Exactement. De confession juive. D'accord, et pour elle, quand... Et c'est catastrophique. Alors, elle, je vous dis même pas, elle veut même plus aller en cours. Ah ouais, impossible pour elle. Mais non, c'est fini. Attendez, vous allez dans les toilettes. Oui. Comme tout le monde. Il y a marqué Free Gaza de partout, Free Palestine de partout, Hezbollah vainqueur de partout. Comment on fait? Elles se sont oppressées. Vous allez à l'université, vous? Non, personne ne va aller. Ah oui. Non, mais voilà, c'est incroyable ce que vous racontez, surtout concernant la culture woke, qui est dans les universités. Et c'est des universités importantes. Paris-Dauphine, c'est une université très importante, Paris 4 aussi. Et c'est vrai que Gauthier Lebray, c'est ce que vous disiez. Je vais vous dire, moi, je me suis rendu. Excusez-moi, secrétaire. Allez-y, Judas, il n'y a aucun problème, allez-y. Je me suis rendu, moi, je suis allé de façon discrète
quand il y a eu l'histoire Sciences Po. D'accord, oui. Après le 7 octobre. D'accord? Et je peux vous dire que ça fait très peur. Et moi, je vais vous dire que je fréquente la communauté. Ok? Oui. C'est terminé, les gens, ils veulent se barrer. Oui, on va se barrer. Moi, je suis désolé, Cyril. J'adore. Quand vous dites ça fait très peur, on va se barrer. Judas, vous allez nous raconter. On va partir parce que c'est fini, c'est plus pour nous ici. On veut plus de nous. On va partir. C'est dur. On veut nous mettre dehors des universités, on va partir. On a fait des études, on veut faire des études, on aime ce pays, on veut plus de nous dans l'université. On va partir, c'est fini. Et ça fait extrêmement peur ce que dit Judas, et c'est vrai que c'est la réalité, mais c'est de partout comme ça. C'est comme ça, et aux États-Unis, n'en parlons même pas là-bas. Bien sûr, c'est vrai. Là-bas, c'est le chaos. Les Juifs, ils ne veulent plus aller à l'université. C'est fini, il n'y a plus de sécurité. C'est terminé. C'est incroyable, vraiment. C'est triste, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est le nouvel an pour les Juifs. D'accord. Reste avec nous, Judas. J'aimerais bien vous continuer à discuter avec vous un petit peu sur Europe 1 dans un instant. Il y a Enzo aussi qui sera avec nous en ligne. Kevin, dites-nous ce que vous pensez de ce que vient de dire Judas. Là, je veux vraiment que des auditeurs réagissent à ce témoignage très fort de Judas sur Europe 1. Il y a un instant, 01 80 20 39 21. On va rester là-dessus parce que c'est vrai que là, ça a plombé le studio. Et je pense beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Et ça nous fait extrêmement peur ce que nous a dit Judas. À tout de suite sur Europe 1. 16h40, c'est Europe 1, et si vous nous rejoignez sur Europe 1, vraiment, si vous avez entendu il y a un instant le témoignage de Judas, ce jeune étudiant qui était avec nous sur l'antenne et qui est d'ailleurs encore avec nous, vous avez dû vous dire, c'est pas possible, est-ce que c'est de ma France, est-ce que c'est de la France qu'on parle actuellement? Et c'est vrai que même les chroniqueurs autour de la table étaient bouche bée, étaient abasourdis par le témoignage de Judas, qui est extrêmement sincère dans ce qu'il nous dit. J'aimerais bien que vous réagissiez. 01 80 20 39 21. On est parti avec Gilles Kepel. En fait, on parlait avec Gilles Kepel il y a un instant de cette décision de le mettre de côté dans une université parce que pour lui, il n'était pas assez woke et que les universités sont de plus en plus woke. Comme l'a dit Judas, notre auditeur, il y a un instant, les universitaires, c'est peut-être la France de demain, certainement. Et c'est la France de demain, donc forcément. C'est ça qui est angoissant. Ça fait flipper. Judas, vous êtes encore avec nous. C'est vrai que. Je suis là. Merci d'être là, Judas. Aujourd'hui, vous nous dites à l'université aujourd'hui, quand on n'est pas, quand on a des idées, quand on n'est pas woke, comme vous dites, quand on n'a pas des idées de gauche. C'est très simple. Si on n'est pas pro-palestinien, si on n'est pas pro-immigration, si on n'est pas pro-LGBT, on est mort. On n'a rien à faire. On fait pas partie du même monde que ces gens-là, qui sont en majorité. Parce que Judas, c'est la majorité qui parle. On appelle ça. Nous, ceux qui disent rien, c'est la majorité silencieuse. Eux, c'est la majorité active. Ça veut dire que nous, on ne dit pas ce qu'on pense parce qu'on a peur. Et eux, ils peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils pensent parce qu'ils ne risquent rien. Parce que personne ne va rien leur faire, parce qu'ils sont en majorité. Et donc, il y a un effet de plus, vous comprenez, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est vrai, mais c'est pour tout comme ça. C'est-à-dire que là, vous parlez des universités, je suis désolé, moi j'essaye d'appeler plusieurs fois chez vous, alors je comprends, il y a du monde, je passe pas souvent, d'accord? Donc je vais me passer d'ailleurs. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans notre pays. On parle des universités par rapport aux pro-palestiniens, tout ça, et ce qui s'est passé par rapport à la petite Philippine, comme il a dit M. Lebré, ils ont enlevé les affiches. Ouais. Mais vous savez, les Juifs de France, je vais parler de ça parce que ça me concerne, on n'a plus notre place ici, je suis désolé. Celui qui pense qu'on a encore notre place, mais il tombe dans le panneau. Je suis désolé. C'est triste à dire, moi. C'est terrible de dire ça. On aime la France, les Juifs. Et en fait, les universités, elles nous disent, mais on veut plus de vous. On veut plus de vous. Voilà ce qu'elles nous disent. C'est terminé. Et quand vous allez pour aller à la synagogue pendant la fête de Rosh Hashanah, qu'on vous crache dessus, dans certains endroits de France, que vous ne pouvez pas mettre la kippa, et que vous vous sentez... Comment c'est possible en 2024? Il y a des centaines de policiers devant les synagogues. Mais vous avez vu, vous, des policiers devant les mosquées pendant le ramadan? De partout, équipés, tout ça, vous en avez vu? Devant les écoles juives, vous rentrez dans une école juive, c'est un bunker. C'est même plus une école. C'est un bunker. Même les ambassades du monde ne sont pas comme ça. Mais on a vu ça où? Judas, qui vraiment, je voulais, même d'Artigol, je sais que vous êtes vraiment abasourdi par ce que dit Judas, et c'est vrai que on a du mal à se dire, à le contredire sur certains points. Non, désolé. C'est pour ça que nous écoutons très attentivement. Il faut bien dire que la présence des Juifs en France est constitutive de l'identité même de notre République, de ce qu'est la France. Donc ça, il faut rien lâcher là-dessus. Il y a beaucoup, moi, en effet, de contacts, de copains que j'ai qui posent la question, est-ce qu'on reste ou pas? C'est vrai, ce qui vient d'être dit.
À mon époque, dans les années universitaires, on avait un combat idéologique, politique, c'était très vif, c'était rugueux, mais il n'y avait pas l'antisémitisme. Voilà, c'est ça la vraie différence. Tout à fait. Et donc, moi, je pense encore que c'est pas foutu. Je pense encore que notre pays est en capacité. Regardez la réaction de notre pays après le 7 octobre. J'ai souvenir de Gilles William Gonadel sur un plateau qui disait notre pays tient bon. Et je pense que c'est vrai. Attendez. D'Artigol, Olivier d'Artigol. La société, je dis. Oui, non, mais moi je vais vous dire un truc. Moi, Judas, il est au cœur du dispositif. Il va à l'université, il voit ce qui se passe, il voit ce qui. Je ne le conteste pas. Oui, donc non, mais je vous parle de la société. Oui, mais non, mais c'est un plateau télé. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la société. Non, c'était un témoignage de William qui disait notre société tient bon. Et je pense qu'il faut faire la différence entre notre société, ce qu'on est capable de faire tous ensemble, et des minorités actives qui, sur le terrain d'antisémitisme, il faut combattre. Oui, Judas, je le crois encore. Judas voudrait agir. Mais comment vous voulez que les Juifs de France ils continuent à être intégrés dans notre pays quand les gens ils ont voté pour le nouveau Front Populaire? Vous m'expliquez? Mais parce qu'il ne faut pas que vous mélangiez. Il faut pas que vous mélangiez certains de la France insoumise qui, en effet, honte à eux, vont sur le terrain de l'antisémitisme et l'ensemble de la gauche française moi, qui n'est pas sur ça. Je vais défendre Judas 2 petites secondes là-dessus. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Attendez, Judas, parce que je vais dire un truc à Olivier d'Artigol. Moi, je suis désolé, Olivier d'Artigol. En faisant cette alliance avec la France insoumise, le Parti socialiste, et quand je pense même à des François Hollande, etc., dans leur tête, ça veut dire que l'antisémitisme est résiduel. Et comme c'est ce qu'ils ont dit, si. C'est une variable ajustable. Si. Ça veut dire que c'est pas tellement important. On va se mettre avec un parti qui a énormément de propos antisémites, qui fait énormément d'actes antisémites, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Ça passe, voilà. Mais en revanche, ils disent que le RN, de l'autre côté, pour eux, alors ils sont racistes. Mais alors élargis, Cyril. Les macronistes qui ont fait le Front Républicain, mais le nouveau Front Populaire, tu peux dire ça. La moitié du groupe LR qui a été élu avec le Front Républicain, on peut dire ça. C'est exactement pareil, Gauthier Lebray. Ça fait pas. Tous ceux-là ne sont pas antisémites. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce que dit Cyril. Cyril dit, ils ont fait front commun en disant, vous savez quoi, le problème, la question juive n'est pas une question importante. On verra plus tard dans un second temps. D'abord, ce qui est plus important, c'est de battre le RN. Et puis, la question des citoyens de confession juive français, ça, on verra plus tard. C'est une variable ajustable. On verra après. Exactement. C'est vrai. Ce que ça veut dire, c'est que la question de l'antisémitisme et les propos tenus par la France insoumise depuis le 7 octobre, ça devrait être une ligne rouge. On devrait se dire, ce n'est plus possible d'aller faire une alliance avec des gens qui ont dit que l'antisémitisme était résiduel, avec des gens Alors, moi, je vais vous dire, mettez-vous de l'autre côté. Imaginons un Jordan Bardella, un Tanguy, un Jean-Philippe Tanguy, une Marine Le Pen, un Sébastien Chenu dire non, le racisme c'est résiduel. Vraiment, moi je suis pas d'accord. Voilà, ou bien dire des phrases qu'a pu dire le nouveau Front Populaire, la LFI. Ou avoir le discours de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, que Marine Le Pen a exclu. Jean-Marie Le Pen, le discours aujourd'hui, c'est éliminatoire direct. Mais même Éric Ciotti, qui va s'allier avec le Rassemblement National, vous avez vu ce qu'il a pris d'un point de vue médiatique. Est-ce qu'il y a eu les mêmes condamnations morales contre l'alliance du nouveau Front Populaire des mêmes médias? Non. Arrêtez quand François Hollande s'allie au nouveau Front Populaire, ça passe crème. Ça passe crème, arrêtez. Arrêtez, non, d'Artigol. Si Nicolas Sarkozy, dans sa présidence, était allié à Marine Le Pen. C'est faire une distinction entre de l'antisémitisme qui en effet existe à l'extrême gauche et l'ensemble de la gauche. Par-delà le moment électoral que vous ne cessez de me rappeler. J'entends ce que vous dites. Vous savez ce que vous venez de dire là? Vous venez de dire exactement ce que je viens de dire, monsieur d'Artigol. On peut s'allier avec un parti qui a des ambiguïtés sur l'antisémitisme. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. On peut le faire. Ah si, c'est ce qu'il a dit. C'est pas un problème. Je dis y compris que tout le monde. Mais tant pis, je dis y compris que il y a de l'antisémitisme dans une partie de la France insoumise. Et donc on peut s'allier avec eux. Toute la France insoumise. Mais on peut s'allier avec eux. Donc on peut s'allier avec eux. Vous pouvez la contester. Vous savez ce que vous auriez dû dire, Sébastien Olivier d'Artigol? Dis-moi. Vous auriez dû dire, on va s'allier avec la France insoumise s'ils font le ménage. Exactement. Voilà. Mais c'est pas ce que vous avez dit. Ils peuvent pas faire le ménage. Le patron est comme ça. Exactement. Donc ils peuvent pas faire. S'ils font le ménage à la France insoumise, il reste 2 personnes. Exactement. On est d'accord. Donc ils sont piégés. Donc ils sont piégés. Judas. Ils ont fait les ménages. Ils ont purgé. Ceux qui étaient contre la ligne Mélenchon. Je peux dire quelque chose avant de raccrocher? Oui, Judas. Je peux dire quelque chose ou pas? Bien sûr. J'en profite, je suis désolé. Je sais que c'est dur d'entendre certaines choses. Mais je vais dire à tous ceux qui pensent le contraire,
Mais les Juifs, quand il y a eu les élections, là pour les législatives, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas le choix. C'était soit Le Pen, soit Macron. Parce que Mélenchon, on va pas donner une voix quand même. Mais vous savez qu'il y a, je pense qu'il y a 35% à 40% des Juifs qui ont voté le Front National. Même le plus. Rassemblement National. Je pense qu'aux dernières législatives, je pense que c'est un petit peu plus, moi. Je pense que c'est alors encore mieux. 40%. On est mort. Ça veut dire si, on est mort. Mais bon, en tout cas de ce que j'entends, hein, je vous le dis, parce qu'ils avaient tellement peur du nouveau Front Populaire et de la LFI que forcément, voilà, c'était compliqué. Après, comme là, c'était les législatives, ça dépendait aussi de leur circonscription, de ce qui était proposé, hein, forcément. Mais en tout cas, c'était tout sauf le nouveau Front Populaire. C'était ou Ensemble ou le Rassemblement National. C'est ce que veut dire Judas. Donc ça dépendait de la circonscription, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a très peu de gens de confession juive qui ont voté pour la LFI, hein, ou le nouveau Front Populaire. LFI, je suis désolé. hein. Bah oui, donc voilà, c'était ou Ensemble, la LFI. Mais s'ils avaient un candidat socialiste clair sur ces questions-là, mais il ne peut pas être clair, parce qu'il est allié avec le Populaire. Est-ce que François, j'entends votre argument sur la coalition. Je l'entends. C'est insupportable. C'est l'argument massu que vous me donnez depuis des mois. C'est insupportable. Je vous demande simplement de ne pas donner vous êtes malhonnête. Je vous demande de ne pas donner toute la gauche. Vous êtes malhonnête. La LFI. Ils se sont alliés. Mais François Hollande, ça ne dérangeait pas d'être allié avec un fichier Raphaël Arnaud. Ça ne dérangeait pas d'être allié avec Sébastien Delogu. Ils disent pas la même chose. On dit absolument pas la même chose. Absolument pas la même chose. Nous sommes en désaccord. Mais oui, parce qu'il y en a un qui dit la vérité. C'est Gauthier Lebray, et il y en a un autre qui se voile la face. C'est vous. Mais non. Mais quand t'es François Hollande, si tu veux te regarder dans une glace, tu devrais ne pas pouvoir t'allier avec Sébastien Delogu, Rima Hassan et les amis de Jean-Luc Mélenchon. C'est tout. C'est tout. Et d'Artigol, le pauvre, je sais que ça vous fait mal, Olivier D'Artigol, mais c'est la triste vérité. Judas, un dernier mot, peut-être sur Europe 1. Un dernier mot, j'aimerais dire quelque chose à toute l'équipe. Merci de m'avoir reçu. Merci, Judas. Voilà, c'était la nouvelle année chez nous. Donc, Shana Tova, comme on dit. Merci. Que votre année pour tout le monde, elle soit douce pour la France, qu'elle soit douce, enfin, si on y arrive. Merci. Et pour Israël, que les otages puissent revenir. Oui. Merci. Et merci, Judas. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien venir vous voir sur le plateau d'Europe 1, c'est possible ou pas? Avec plaisir. Vous venez quand vous voulez. Vous voyez ça avec les équipes. On va vous organiser ça, Judas. Merci, Judas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Une excellente journée à vous. Merci, Judas. Et c'est vrai que non. Alors après, voilà, Judas qui était incroyable. Très fort. C'est vrai, on pense aux otages, bien entendu. Et moi, je pense également, aux otages israéliens, bien entendu, qui sont encore. Il y en a énormément. Je crois qu'il y en a plus de 104, je crois, 104 otages encore. Et puis, je pense beaucoup à nos amis libanais, moi aussi, aujourd'hui. Ah oui. Encore une fois, à nos amis libanais qui se retrouvent toujours dans des situations compliquées. Et on pense forcément à eux. C'est vrai que j'ai des potes libanais qui sont dans 1 million de déplacés. Exactement. Et qui sont dans une tristesse absolue. On pense à eux, en tout cas, sur Europe 1. Absolument. Gauthier. Absolument. Ils sont toujours au milieu, ils sont toujours. Voilà, c'est extrêmement compliqué pour eux. On est compte 1 million de déplacés, 2,5 millions de Syriens dans le Bien sûr. Un pays totalement détruit. Non, mais c'est un État qui n'existe plus. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et puis ils essaient toujours de reconstruire. Et ils repartent toujours à zéro. C'est extrêmement compliqué pour tous les Libanais. Je sais qu'il y en a peut-être qui nous écoutent en tout cas, et qui ont de la famille peut-être au Liban et qui sont extrêmement peinés. On a Kevin qui est avec nous. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous, Kevin. On a eu le témoignage de Judas il y a un instant qui nous disait que c'était compliqué dans les universités. Kevin, dites-nous ce que vous en pensez, vous, de cette histoire de woke dans les universités. Alors, justement, déjà, toute ma compassion pour le discours de Monsieur Judas. C'est assez fort, à vrai dire. Mais du coup, je voulais juste faire une petite aparté. Allez. Moi, je trouve qu'en France, actuellement, on est dans un clivage politique qui devient très dangereux. De tous les bords, on est dans des côtés extrêmes de tous les côtés. Moi, j'essaie toujours dans mes débats d'apporter de la nuance. J'ai pas forcément de camp. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis juifs très proches. Et quand j'écoute les deux sons de cloche de leurs deux côtés, il y a les musulmans énormément de musulmans qui quittent la France, des Français qui sont nés ici et qui quittent la France pareil pour ce climat islamophobe par rapport à tout ce qui se passe dans les médias. Et j'ai beaucoup d'amis juifs aussi qui sont dans le même cas en disant nous aussi on quitte malheureusement ce pays. Et moi quand je parle aux deux camps, j'ai des proches des deux camps, chaque fois je leur dis non, c'est votre pays, vous restez ici, c'est chacun sa religion, on peut vivre en harmonie, en se regardant, en se respectant, en respectant les croyances de chacun. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que souvent, vous savez, on accuse beaucoup l'antisémitisme
là sur le wokisme au niveau des universités, où on accuse beaucoup aussi les musulmans d'antisémitisme. Mais j'ai vraiment envie de rappeler aussi que avant, à l'affaire Dreyfus, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de woke. Exactement. L'affaire Dreyfus, c'était déjà à l'époque une affaire antisémite. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de musulmans. Cyril, vous restez avec nous sur Europe 1. Vous restez avec nous sur Europe 1, Kevin. On va vous reprendre dans un instant. C'est intéressant ce que dit Kevin. Super. Vous restez avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 tout de suite. Merci d'être avec nous. 17h03, on est en direct. C'est la dernière heure de la semaine. On marche sur la tête. On reviendra bien entendu lundi à 16h. Et pour le moment, il y a énormément d'auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21. Vous voulez réagir? Et c'est vrai qu'on est parti de Gilles Kepel, politologue et spécialiste de l'islam, qui a été mis à l'écart d'une université parce qu'il pense qu'il n'était pas assez woke. Alors, il y a énormément d'auditeurs qui nous appellent. Il y a Kevin notamment qui était avec nous il y a un instant, Kevin de Rambouillet, et pour lui, la situation n'est pas si grave parce qu'on avait eu Judas juste avant qui nous avait dit que la situation était catastrophique. Kevin a plus d'espoir. Merci Kevin d'être encore avec nous sur Europe 1. Oui, pas de souci. Oui. Donc j'avais mon préambule sur le discours de Monsieur Judas. Oui. Donc je m'étais arrêté. Je vous disais sur l'affaire Dreyfus. On a également par exemple un Monsieur Éric Zemmour qui réhabilite Pétain. Donc tout ça, je pense que bien sûr que ça installe un climat antisémite dans cette société. Éric Zemmour est antisémite. Islamophobe des deux côtés. Oui. Éric Zemmour est antisémite selon vous? Eh ben, je sais pas s'il est antisémite, mais en tout cas, ce qui est sûr, Monsieur Lebré, c'est qu'il réhabilite Pétain. Il dit que Pétain a sauvé les Juifs français. Donc pour moi, en tant que citoyen français, c'était une erreur historique. Ça m'a heurté. Oui. Ça m'a heurté. Moi, quand on voit un Monsieur Éric Zemmour qui réhabilite Pétain, moi, excusez-moi, dans ma chair, j'étais heurté. Donc si vous, Monsieur Lebré, ça ne vous choque pas cette phrase-là, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais vous avez lié Éric Zemmour à l'antisémitisme. Excusez-moi, ça me fait rire. Éric Zemmour est juif. Attendez, on peut être juif et antisémite. C'est un concept intéressant, ça. Parce que non, mais là, tout de suite, je vous dis un fait qu'il a tenu, il a réhabilité Pétain. Je vous invite à regarder les vidéos. Mais je sais. Il a pas réhabilité Pétain. Me demandez pas derrière, tout de suite, est-ce qu'il est antisémite? Vous liez Éric Zemmour au contexte d'antisémitisme. C'est intéressant. Kevin. Il a réhabilité Pétain. Kevin. C'est la phrase. Donc maintenant, vérifiez les sources, vous verrez. J'ai pas dit que vous disiez une erreur. J'ai dit que vous avez lié Éric Zemmour au contexte d'antisémitisme actuellement en France. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous préférez citer Éric Zemmour que Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant. Monsieur Lebré, moi je oui, Monsieur Lebré, je suis là. Kevin, allez-y. Si Monsieur Mélenchon demain réhabilite Pétain, vous aurez quel discours? Si Monsieur Mélenchon et sur Monsieur Mélenchon qui dit que l'antisémitisme est résiduel. Répondez à ma phrase. Non mais répondez pas par une question. Alors, vous allez pas me mettre à l'envers. Répondez à ma question. Kevin, attendez, Kevin, moi. Il est très colère. Moi, très énervé. Kevin, personnellement. Non, parce que j'aime pas je dis un fait et vous me demandez tout de suite. C'est comme si j'accuse Éric Zemmour. Bah oui, s'il vous plaît. Moi, Kevin, personnellement, moi, Kevin, c'est pas la peine de changer votre voix. Je vous ai reconnu, vous êtes Gilles Verdez. Oui, c'est moi, Cyril, chaque tour. C'est moi, Cyril. Alors, non mais. J'ai mal à ma France. Et Cyril, j'aime les squatteurs. Il est bien. Il est incroyable, Kevin. Donc, c'est lui, peut-être. Gauthier, est-ce que vous pouvez répondre à Kevin? C'est pas mes amis. Voilà. J'arrête. Je ne parlais absolument pas des propos que vous avez rappelés, qui sont vrais d'Éric Zemmour sur Pétain. Je pointais que quand vous faisiez le contexte d'antisémitisme de l'affaire Dreyfus à aujourd'hui, le premier exemple que vous prenez, c'est Éric Zemmour qui réhabilite Pétain. Mettre Éric Zemmour, le rendre responsable Éric Zemmour du contexte antisémite, de la hausse des actes antisémites aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça. Si, vous l'avez lié, vous l'avez mis dedans. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça. J'ai dit pour moi. C'est pour ça que vous m'avez dit que les juifs antisémites, ça existait. Oui. Je n'avais pas terminé. Attendez, parce que je n'avais pas terminé mon propos. Alors allez-y, Kevin. Terminez, Kevin. J'aime pas quand on circoncis vos propos. Terminez votre propos. Voilà, pour terminer, c'était juste pour dire que voilà, chacun met une pierre dans ce climat antisémite, dont ses propos de réhabiliter Pétain. C'était alors, qui d'autre met une pierre? Qui d'autre met une pierre en dehors d'Éric Zemmour alors? Mélenchon, Delogu, etc. en mettent aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je le dis. Voilà. Mais il faut me laisser terminer les propos. Pour revenir à ça, sur l'université. Oui. Pour revenir à ça, moi je pense qu'en fait, déjà ce que j'aime pas, c'est dans tous les domaines, c'est de faire une généralité. Comme sur la police tue. Là, de dire que toutes les universités sont forcément woke, moi j'ai répondu que non. Moi je pense plus que l'université est à l'image de la société française.
enfermés dans des clivages. Après, moi, je pense que comme c'est de la jeunesse, il y a beaucoup de bêtises. Pour moi, il y a beaucoup de bêtises plus que de l'idéologie. Comme quand ils enlèvent les pancartes de Philippines. Pour moi, c'est pas du wokisme, c'est de la bêtise de jeunesse. Ouais, qui vient de l'idéologie. C'est de la bêtise de jeunesse. Qui vient de l'idéologie, désolé, hein. C'est une idéologie. Kevin ? Pour moi, je vois plus ça comme de la bêtise. Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent les affiches, selon vous ? Pourquoi ils enlèvent les affiches ? Parce que je pense que comme c'est récupéré par un peu l'extrême droite, je pense que ils font ça pour dire non, on combat l'extrême droite. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est pas bon. Ce qu'ils font, c'est ils se font du tort à leur cause. Moi, je pense que je le vois comme ça, comme l'extrême droite, parce que en fait, si je peux terminer le préambule, c'est que on avait seulement Ouais, ça fait un peu long. Là, je crois que je suis plus long que Michel Barnier, là. Et quand la jeunesse déchire les affiches des otages, par exemple, en Israël, qui sont otages à Gaza, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est pareil. Moi, je pense qu'ils sont enfermés dans leur, pas de l'idéologie, mais dans leur bêtise, en allant toujours plus loin. Pour créditer. Je pense parce que moi, je pense, Valérie, oui, je vous écoute. Valérie, moi, je pense que vous savez, si par exemple ces personnes qui arrachent les affiches des otages, je pense que s'ils verraient la personne vraiment en face d'eux, bien sûr qu'ils auraient de la compassion. Mais là, le fait d'enlever une affiche, je pense que c'est pour dire, nous, on est pro-palestinien, donc on va enlever l'affiche. Moi, je vois ça comme ça. Oui, mais bon, c'est de la bêtise, mais moi, je vois plus ça comme ça qu'une idéologie de fond. On va se retrouver dans un instant avec Kevin, avec d'Artigol. J'allais vous appeler Delodu. C'est pas ça, c'est pas sympa. Oui, je sais. Et depuis qu'on a commencé l'émission, là, c'est le truc le plus grave. C'est la ligne rouge. Le Bré est là, bien entendu, Benelli. Et il y a Fabien Lecoeuf qui est là, bien entendu. Prenez votre petit suppôt. Avec le Allez, appelez-nous 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1, on arrive dans une minute. Il est 17h sur Europe 1, si on marche sur la tête, 01 80 20 39 21, vous nous appelez. On est avec Kevin en ligne et puis on a d'autres auditeurs qu'on va prendre bien entendu dans un instant, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent réagir sur cette affaire des universités. Les universités sont-elles woke ? Et Gauthier Lebray, vous étiez en train de parler avec Kevin. Est-ce que je peux répondre à Kevin ? C'était un peu bouillant. Oui, on peut faire ça très calmement. Monsieur Lebray est toujours là. Il n'y a pas de souci. Je voulais répondre à Kevin parce que moi je ne pense que ce n'est que de l'idéologie qui mène effectivement à la bêtise tellement elle est poussée loin. Mais je voulais vous répondre sur le fait que quand vous expliquez que ces étudiants ne sont absolument pas des idéologues, je pense que ce sont de dangereux idéologues manipulés notamment par la France insoumise. Pourquoi je vous ai posé la question, pourquoi ils arrachent les affiches ? Parce que j'avais quelque part la réponse. C'est pas tant parce que c'est l'UNI qui colle les affiches, c'est parce qu'il est mis sur cette affiche tué par une personne sous OQTF. Il ne supporte pas qu'on pointe le fait que Philippine a été tué par quelqu'un qui n'avait rien à faire en France et que s'il avait été expulsé et que l'OQTF était respecté, Philippine serait toujours vivante. Pourquoi est-ce qu'ils arrachent les affiches, comme le rappelait Valérie, des otages du Hamas ? Parce que effectivement, ils sont pro-palestiniens, mais parce que sur ces affiches, vous avez des juifs et vous avez des israéliens. Ils sont à la fois antisémites et antisionistes. Ils se cachent derrière l'antisionisme pour dire non, on n'est pas antisémite, mais quand vous creusez un peu plus, ils scandent quoi dans les rues ? Quel slogan ils scandent ? From the river to the sea. De la rivière à la mer, du Jourdain à la mer Méditerranée. Ce qui signifie rien de moins que les juifs à la mer. Donc moi je ne pense qu'il n'y a que de l'idéologie derrière tout cela. De l'idéologie d'extrême gauche, de l'idéologie alimentée, manipulée par la France insoumise. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne s'y trompe pas. Qu'est-ce qu'il dit quand il est filmé à son insu ? Dit les classes populaires, les classes ouvrières, on n'en a plus rien à faire, c'est plus pour nous. François Ruffin est parti sur ce point-là justement. Il dit il faut aller capter les jeunes et les quartiers. Donc la jeunesse, on voit, c'est un terreau pour la France insoumise, c'est un terreau pour Jean-Luc Mélenchon et il compte bien en profiter. Gauthier Lebray fait allusion bien entendu à cet extrait qui était ressorti dans Jean-Luc Mélenchon. Il pensait qu'il était en off. C'était en manifestation il y a quelques semaines, filmé par Quotidien. Exactement, voilà. Olivier d'Artigol, vous étiez d'accord avec Gauthier Lebray sur ce qu'il a dit ? Oui, sur les fait que le problème soit que l'OQTF, c'est une réalité. J'ai pas nié le réel, c'est une réalité. Mais c'est quand même fou, Olivier d'Artigol, excusez-moi. C'est quand même fou. Mais c'est vos amis. Mais arrêtez avec ça. Non, vous me faites pas non, me faites pas ça, Cyril, parce que je suis détesté par eux. Non, c'est vrai. Oui. Donc je suis d'une gauche qui est véritablement détestée. C'est d'une gauche par ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème d'OQTF. Il y a ce qu'on appelle les gauches irréconciliables. C'est une gauche qu'on aime. Elles sont gauche que j'aime. Mais quand Kevin, sauf quand il y a des élections.
On a compris. Oui, c'est bon. Quand Kevin dit qu'il souhaite la nuance, c'est bien. Quand il dit que toutes les universités ne sont pas woke, c'est réel. Quand l'université de Pau et des Pays de la Dour, je veux dire, on n'a aucun problème. Et il y a par ailleurs des problèmes dans d'autres universités. Par contre, je voudrais vous dire une chose, Kevin, c'est que on peut absolument défendre la cause palestinienne, qui est une cause noble, avec une solution à 2 États, et dans le même temps, aller coller les affiches pour les otages. Bravo. On devrait pouvoir faire les deux. Bravo. Mais beaucoup veulent faire les deux. On doit faire les deux. Oui. Je suis d'accord avec vous. Sans crainte. On doit faire les deux. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est que la force centrale aujourd'hui à gauche et au Parlement est la France insoumise. Oui, on doit faire les deux. Mais pourquoi est-ce que le PS ne fait pas les deux? Pourquoi est-ce que les écologistes ne font pas les deux? Parce qu'ils sont occupés à s'allier avec ce qui s'est passé avec Karim Bouharam, là, à Saint-Ouen, le rassemblement qu'il y a, ce qui s'est passé en Occitanie autour de Carole Delga, ce qui va se passer avec ce week-end avec Glusman ou ailleurs, les tweets de Fabien Roussel, vous pensez que c'est frappé de wokisme et d'antisémitisme, tout ça? Non. Non mais d'accord, là tu viens de me citer notamment Carole Delga. Alors Carole Delga, elle a été très décevante au moment des législatives parce qu'elle s'est toujours opposée à la France Insoumise et à la NUPES à l'époque, et puis dès qu'il y a eu le nouveau Front Populaire, elle s'est rangée derrière le NFP. C'est bon, là, on parlait de gens qu'on connaît pas là, merci. Non mais Glucksmann, on peut en parler, on le connaît si vous voulez de Glucksmann. On le connaît plus, merci. Qui a fait toute une campagne contre Jean-Luc Mélenchon et pareil qui a adoubé le nouveau Front Populaire. On en reste là, c'est fini alors. C'est fini. Vous êtes un analyste politique, vous savez très bien que c'est pas fini. Allez, merci que la social-démocratie est en train de se reconstruire. Stop les deux là, stop, c'est insupportable. Vous êtes dans vos trucs là, on comprend rien, vous n'êtes pas populaire. Merci, Kevin est avec nous, merci Kevin d'avoir été avec nous. C'est fini. Oui Cyril, merci à vous et comme tu as pu constater, j'en ai des choses à dire. Avec grand plaisir Kevin, t'es toujours le bienvenu Kevin sur les antennes d'Europe 1. Merci. Justement, j'allais te dire, tu sais, moi je suis gardien d'immeuble et c'est une profession qu'on entend très rarement. Et j'ai coutume de dire que, tu sais, le métier de gardien, on est un thermomètre de la société. Exactement. Et souvent, on est peu évoqué. Donc, si un jour tu as une place sur un plateau ou quoi, j'ai des choses à dire, je suis là. Et si tu peux me mettre en face de Géraldine Mayonnaise, mayonnaise. Avec plaisir. Mayonnaise. Avec plaisir, Kevin. Merci Kevin d'avoir été avec nous. Et on va s'organiser ça, mon Kevin. Je te fais de gros bisous. En attendant, tu m'appelles sur Europe 1. 16-18 heures. Il n'y a pas de souci. Cyril, c'est Gilles Verdet, c'était une blague, c'est Gilles. Il est bon. Merci Kevin. On a Nathalie. Allez, bisous à tout le monde, bon courage à tout le monde. Merci, je vous fais de gros bisous Kevin. On a Nathalie en ligne avec nous de Bretagne. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, c'est le retour. On s'est déjà eu, non Nathalie? Alors oui, moi je voulais un petit peu parler, toujours sur le même thème. Vous êtes enseignante, il faut le dire. Exactement. Oui. Pardon? Vous êtes enseignante, je voulais le préciser. Oui, voilà, je suis enseignante en CM1, CM2 dans une petite école où on est 3 collègues et je vois par rapport à beaucoup d'enseignants dans le public, que je tiens à le préciser, beaucoup d'enseignants qui sont dans le public et qui sont considérés comme pro-palestiniens, et c'est vrai que c'est le cas. Moi, dans mon école, on n'est pas du tout comme ça. Mes 2 collègues et moi, on est vraiment, on a beaucoup d'empathie pour le peuple juif qui souffre énormément et pour ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. En revanche, on a des élèves et des parents d'élèves, musulmans, faut le dire, c'est malheureux, qui eux se disent pro-palestiniens. Moi, j'ai un élève de CM1 l'an dernier qui me disait, de toute façon, moi je bois pas de Coca-Cola parce que ce sont, alors je dis parce qu'il y a trop de sucre, et il me dit non, pas du tout. En fin de compte, c'est parce que c'est les Américains qui vendent le Coca-Cola, puis ils aident les Juifs, et puis moi je suis pro-palestinien. Incroyable. Alors, à 9 ans, entendre ça, évidemment, vous savez bien que c'est pas lui qui l'a inventé, c'est ce qu'il entend à la maison. Et malheureusement, je trouve que on est dans une société où on peut plus dire ce qu'on pense, parce que si je dis ce que je pense, c'est pour ça que c'est pas mon prénom, Nathalie. Et puis j'ai pas dit que j'ai dit que je venais de Bretagne, mais je viens pas de Bretagne. Mais voilà, c'est juste parce que je ne veux pas être reconnue, parce que je crains un peu pour moi, quoi. Parce que si je disais réellement ce que je pense à certaines personnes, je serais plus en sécurité. Vous dites c'est clair. Et quand on parle du supérieur, eh bien en fin de compte, les problèmes commencent déjà à l'école élémentaire. Oui. Et malheureusement, il y a des parents d'élèves avec qui vous avez des soucis? Non, pas encore. Mais disons qu'il faut vraiment toujours ménager la chèvre et le chou. C'est très complexe. Il faut vraiment faire très attention dans notre façon de nous exprimer, dans les choses à dire.
C'est compliqué. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Alors ça a rien à voir avec les parents d'élèves, mais avant, avec mes élèves, on avait une petite récré de 10 minutes et on regardait Arte Journal Junior, qui était très adapté pour les enfants. Ils adoraient. Je ne leur montre plus le Arte Journal Junior parce qu'il y a un parti pris contre Israël et pour Gaza. Bon, alors Gaza, mais je comprends tout ce qui se passe à Gaza, c'est assez horrible, mais il faut reconnaître que qui a commencé les premiers. Enfin, comme a dit Olivier d'Artigol il y a un instant, il faut, moi je vous dis, on peut être pour un État palestinien et voilà, et je pense que la plupart de ceux qui sont dans le studio sont d'accord avec moi. Mais il faut aussi coller les affiches pour les otages israéliens. Moi, c'est ça qui absolument. Il n'y a pas de poids de mesure. Enfin, voilà, c'est ça. Je peux vous reprendre sur une expression, Nathalie, parce qu'elle m'a choqué. En début d'intervention, vous avez dit, mais je pense que c'est une erreur d'expression, de formulation de votre part. Oui. J'ai beaucoup de parents d'élèves musulmans, c'est malheureux. Nous sommes d'accord comme quoi ça n'est pas malheureux. Non, pas du tout, c'est pas malheureux. Parce que j'ai des parents musulmans qui sont absolument charmants et ça se passe très bien. Non, j'ai beaucoup d'enfants musulmans, mais ce qui est malheureux, c'est le discours de certains de ces enfants-là. Exactement. Qui, quand il a fallu faire la minute de silence pour le professeur Dominique... Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas mis leur... Ils ont pas mis leur sonotone, là, Benaïm et d'Artigol. Nous, les deux jeunes, on avait compris, d'Artigol et Benaïm, merci. Les vieux, là, Odika, il y en a un au bout de la rue, merci. Odika. Non, moi, je suis... Vous savez, moi, non mais de toute façon, Nathalie, je ne suis pas anti-musulmane, pas du tout. Je suis au contraire très ouverte. Je pense qu'on a le droit tous d'avoir la religion que l'on veut du moment qu'on n'impose à personne d'autre. Et puis c'est comme les opinions politiques. Je veux dire, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, du moment qu'on ne me force pas à penser comme les autres, que j'ai ma liberté, moi, ça me convient. De toutes les façons, Nathalie, moi, je vais vous dire, ou les deux se font appareiller, ou je vais arrêter de les prendre dans l'émission. Ça va être aussi simple que ça. Pourtant, ils ont bien le casque sur la tête. Je vous le dis, Nathalie. Non, mais je comprends tout à fait ce que disait votre collègue. Oui, en effet, ça aurait pu être choquant, sinon. Oui, c'est pas vraiment un collègue. Oui, bon, c'est pas grave, votre invité. Bon, même, je sais pas qui c'est, moi, vous savez. Il est là, je ne le connais pas. Nathalie, merci pour votre témoignage. Et mais je vous en prie. Je vous fais de gros bisous, même si vous ne vous appelez pas Nathalie, je vous fais des bisous quand même. Voilà. C'est pas grave, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Nathalie, merci. On a Enzo, 24 ans. Oui, bonjour. Merci Enzo d'être avec nous sur Europe 1. Alors vous dites que le wokisme n'est pas prêt de s'arrêter. Ah bah non, c'est que le début, en tout cas en Europe. Comment vous dire, je joue beaucoup aux jeux vidéo. D'accord, okay, ouais. Donc, en ce moment, on a l'un des plus gros studios au monde qui est français. Oui. Et comment dire, ce studio-là, il a une direction qui est maintenant woke. C'est-à-dire que si vous voulez postuler chez eux, il faut de une, être une femme. De deux, si vous êtes transgenre ou non-genré ou autre, c'est encore mieux. Mais si vous êtes un homme, vous pouvez plus postuler dans l'entreprise. Ah oui. De une. C'est écrit noir sur blanc, ça ? C'est écrit ça ? Comment c'est ça ? Ah oui, vous allez sur Internet et vous marquez, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Allez-y, bon, non mais Ubisoft. Ah oui, je connais, oui, mais non, je suis pas sûr de ça. Ubisoft, je suis pas sûr. Vous pouvez aller regarder. Non, regardez, je vous jure qu'il y a vraiment un truc. En gros, c'est le programme d'inclusion. Mais c'est illégal. Oui, c'est pour ça que ça me semble. À mon avis, Enzo, je pense, si je peux me permettre, Enzo, je pense que il y a en plus, ils accueillent tout le monde, mais il y a en plus un programme d'inclusion qui est rajouté pour les minorités. Je trouve que c'est ça. Et c'est ça qu'ils veulent faire Ubisoft. En fait, ils disent que c'est un mentorat ou je sais plus trop quoi. Oui, c'est un truc en plus. C'est un truc en plus. C'est positif de faire ça. Exactement, bah oui. Alors... Oui, c'est positif, mais si vous voulez, nous qui aimons les jeux de cette filiale-là, on va dire qu'en ce moment, c'est vraiment plus les jeux qu'on avait avant. Et en ce moment, il y a un YouTuber qui est un peu en train de dénoncer tout ça. Et il s'est fait striker sa chaîne YouTube par Ubisoft parce que justement, il attaque un peu le wokisme et tout ça. Et sur YouTube, là, il y a un mouvement qui est en train de se créer contre l'idéologie, justement. Et je voulais vous dire aussi un autre truc, c'est que moi, j'ai mon meilleur ami, il est étudiant à Rennes. D'accord. Et je ne peux plus débattre avec lui parce que il est tellement dans l'émotion. Et c'est ce qu'on remarque souvent avec les gens qui ont l'idéologie woke, c'est que ils sont tellement tolérants et ils sont tellement dans l'émotion que, en final, ils en sont même plus tolérants. Et c'est souvent ce qui ressort, c'est que vous prenez les filles.
au début, ils étaient, on va dire, plus antisémites, machin, tout ça, ils étaient tolérants. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à rentrer dans la haine envers une certaine religion, dont je fais partie aussi. Enzo, l'étoile de David. Enzo, on va vous reprendre dans un instant sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant. On fait une petite pause d'1 minute et on arrive juste après. À tout de suite. Allez, réagissez. Il nous reste encore une demi-heure d'émission sur Europe 1. On marche sur la tête, 17h32. On est là, 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez. Il y a énormément d'auditeurs qui veulent réagir. On est avec Enzo il y a un instant, puisqu'on parlait du wokisme dans les universités, puisqu'on parlait de Gilles Kepel. Tout à l'heure, Gilles Kepel, politologue et spécialiste de l'islam, qui a été écarté d'une université. L'ENS. Exactement. Qui a été écarté parce qu'il pense qu'il n'était pas assez woke. Enzo est avec nous en ligne. Alors Enzo, sur Ubisoft, là, j'ai quand même regardé pendant la pause. Vous avez regardé, ouais. Bah oui, je suis quand même un petit peu professionnel. Alors pour Ubisoft, je lis ce qu'il disait, parce que Enzo nous disait que voilà, ils avaient fait appel, ils voulaient de l'inclusion avec des femmes. Oui. Alors il dit juste que placer la diversité et l'inclusion au cœur de tout ce que nous entreprenons, c'est offrir un environnement qui favorise le développement des employés, créer des communautés ouvertes d'esprit et propices aux interactions entre joueurs. C'est aussi développer des jeux aussi divers que notre monde réel. Ça, c'est plutôt positif. Voilà, exactement, ces objectifs. Non. Pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que si vous voulez, là, il y a une grosse polémique avec le Japon en ce moment actuellement. C'est-à-dire qu'ils essaient de sortir un jeu, là, ils voulaient le sortir en novembre, ils l'ont repoussé dans 3 mois, là, en février. Parce que ça se passe au Japon féodal. Et ils ont fait plein d'erreurs. Ils ont mis un samouraï qui est noir. Et c'est pas le fait qu'il soit noir qui est dérangeant pour les Japonais, c'est qu'ils disent qu'il est factuellement, historiquement réel. Après. Oui, Enzo, après, c'est vrai que là, c'est assez technique parce que c'est vrai que nous, bon, voilà, là vous avez perdu Olivier d'Artigol. Il est parti, il est reparti. Ouais, il est reparti à la fête de l'humain. Dans le fond de ma pensée, ce que je voulais dire, c'est que le wokisme, c'est dangereux dans le sens où on peut déboulonner des statuts, on peut canceller des gens qui sont très intelligents. On est d'accord. Ouais. Et c'est l'anticulture, quoi. On essaye de tout couper, il n'y a plus de débat, parce que si vous n'êtes pas d'accord, on ne vous laisse pas parler. C'est un danger, je trouve. Et LFI, avant, ils n'avaient pas trop ce plan-là. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je vais vous dire, moi, je m'entendais très bien avec la LFI. Ils venaient régulièrement sur le plateau, j'ai pas honte de le dire. Je m'entendais, et je le dis même ici, je m'entendais très bien avec Jean-Luc Mélenchon. Mais il a fait une première émission chez vous. Mais non, on s'entendait très bien, Jean-Luc Mélenchon et moi. Quelle année ? Sachez-le, on parlait des heures ensemble avant l'émission, pendant l'émission et pendant les pubs, on était, Bali Ribenaim pouvait vous le dire, on était bras dessus, bras dessous. Tout à fait. C'est pas lui qui fait une première émission politique avec vous ? Bien sûr, c'est lui, bien sûr que c'est lui. C'est lui. Non. On s'enlaçait pendant les pubs en train de discuter tous les deux comme des. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Et puis même, j'étais très pote avec Raquel Garrido. Et c'est 2017 ? Je sais plus, 2017 ou un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que moi et c'est ça aussi qui est mal perçu, c'est que moi je vais vous dire, moi je ne juge jamais les électeurs. Chacun vote pour qui il veut, parce que nous on ne peut pas se mettre à la place des électeurs. Je suis désolé, quelqu'un qui vote pour la France Insoumise, moi je ne lui jette pas la pierre. C'est qu'il a ses raisons et c'est qu'il pense que peut-être la France Insoumise va faire qu'il va avoir une vie meilleure. Et peut-être que avec plaisir. S'il pense que c'est la bonne solution, je ne donnerai, je n'insulterai jamais les électeurs d'un tel ou un tel. Parce que même moi, je le dis, la France Insoumise, à un moment, je le dis, il y a 4-5 ans, Valérie Benaïm me disait, je les défendais énormément. Oui, je me souviens. Je le dis. Je le dis. Et c'est vrai, mais c'est vrai. Et j'avais aucun problème avec eux. Bien au contraire. Donc, voyez ou pas. Mais c'est vrai que là, il y a eu un virage qui est assez. Il y a des prises de position qui vous ont heurté. Voilà, exactement. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est plus le même homme. Exactement. Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui ont une dizaine d'années, elles sont quasiment à mourir de rire, tellement c'est l'opposé de l'homme qu'on a aujourd'hui. Je vais vous dire, Olivier d'Artigol. La stratégie a changé. Moi, à l'époque, il y a 4-5 ans, combien de fois on m'a traité d'islamo-gauchiste ? Tout à fait. Et on disait, il roule pour la LFI. Ou pas, on vous a reproché les femmes voilées sur le plateau, on vous a reproché. Donc ça prouve bien qu'ils disent n'importe quoi, puisque voilà, on passe d'un extrême à l'autre. Mais ils ont réussi à être davantage rejetés que Marine Le Pen. Oui, exactement. Et c'est fou. Après, on m'a dit aussi que je roulais pour Emmanuel Macron, moi aussi. Parce que j'avais, voilà. Mais vous avez roulé pour tout le monde. J'ai roulé pour tout le monde, moi. Le seul truc, c'est que je ne roule jamais. Je suis en vélo. Voilà, merci. Enzo, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Est-ce que je peux rajouter un petit truc ? Bien sûr.
Bien sûr. Juste vous dire que pour moi, Jean-Luc Mélenchon, en fait, c'est un masque qu'il a sur le visage. La politique, c'est du théâtre. Et lui, il n'a pas tellement changé d'avant, je pense, dans le fond. Et il faut faire attention parce que il est en train de... Le wokisme, c'est à la mode chez les jeunes en ce moment et il surfe là-dessus. Il veut récupérer le plus de gens possible et il joue avec ça. Il joue réellement avec ça. Donc faut faire c'est ce que dit Gilles Vernet quand il dit c'est de la politique. Merci Enzo d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Enzo. Merci Enzo, merci. On aura Mathéo dans un instant, on aura Guy et Ludovic. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. Vous faisiez la moue, l'article. La question se pose, est-ce que c'est purement du cynisme et du calcul électoraliste ou c'est des convictions? Il a basculé. Il a basculé son vous prenez une demi-feuille et vous l'écrivez. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. 17h39, on est en direct sur Europe 1. Bien entendu, c'est vendredi. On est là jusqu'à 18h et puis on vous retrouvera après lundi sur Europe 1 de 16h à 18h. Vous savez que c'est votre rendez-vous. On marche sur la tête. On a parlé et on parle depuis le début, depuis maintenant près d'une heure, du wokisme dans les universités. C'est vrai que ça devient... Parce que, en fait, c'est pas que dans les universités. L'université est quand même le reflet de la société, souvent. Et ce que disait tout à l'heure un auditeur, je crois que c'était Kevin, qui disait oui, c'est parce qu'on les entend plus, mais ils sont pas majoritaires. Majorité silencieuse. Oui. Exactement. Non, ils sont une minorité silencieuse. Non, les wokistes. Oui. Si. Ils sont une minorité bruyante. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, on est d'accord. Merci. Vous voyez ou pas? Oui, donc si on remet dans le bon ordre, il y a la majorité silencieuse qui n'est pas woke, et la minorité ultra bruyante qui est insupportable et qui est vrai. Entrave tout le monde. Et pour moi, c'est ça. Je suis d'accord. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est mon analyse. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites et je serai très heureux d'avoir vos. Non, moi, je crains juste que la minorité soit de plus en plus grosse. Ouais, c'est ça. Et notamment à Sciences Po. J'ai l'impression que cette minorité grandit de jour en jour. Elle reste minoritaire, mais elle grossit. Et moi, j'ai envie de croire ce que nous a dit Gilles Kepel en début d'émission, où Gilles Kepel disait il y a un retour de balancier qui arrive des États-Unis, ça va mettre du temps à venir, mais il arrive, et la pondération va arriver, et on le sent un peu. Moi, combien j'ai d'auditeurs, de téléspectateurs qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent merci Cyril, merci aux équipes, merci à Gauthier Lebray également, on me dit très souvent. Ah ouais? Oui, très souvent. De plus en plus? De plus en plus. Mais arrêtez de le flatter, vous voyez pas. De plus en plus, on me dit merci à Gauthier Lebray qui est formidable. Regardez-le, il rosit comme un enfant là. Non, pas du tout, il rosit pas du tout. Pourquoi vous voulez interrompre ce moment de tendresse? C'est insupportable. C'est insupportable. Mathéo est avec nous. Mathéo, 22 ans. Bonjour Mathéo. Bonjour. Alors Mathéo, il est d'accord un petit peu avec ce que je disais, puisqu'il dit ça touche tout en fait. Ce wokisme est un petit peu partout maintenant. C'est ça, exactement. Merci Mathéo. Non, mais je voulais réagir plus particulièrement moi sur l'effet du wokisme, mais sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'on trouve, on parle pas assez des réseaux sociaux, on parle de la politique et des autres choses qui se passent sur la télé, mais en fin de compte, les jeunes, et surtout en université, nous on est sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, etc. Et c'est là-dessus que c'est gangréné, et c'est là-dessus où on voit beaucoup de choses, et en fin de compte, comme vous dites, pour moi c'est une minorité, mais c'est une minorité bruyante, comme les filles un peu, ou comme, le RN c'est pas la même chose, mais comme les filles en fin de compte qui sont pas tant que ça, mais ils monopolisent la place dans le placement politique et partout, et en fait on a l'impression qu'ils sont forts, alors qu'en fin de compte, sur la base électorale, ils sont pas si puissants que ça. Oui, ils saturent l'espace médiatique. Pour moi, le wokisme, c'est à peu près pareil. On entend beaucoup parler. En ce moment, je trouve dans les médias, on en parle de plus en plus, alors qu'avant, je pense que ça devait exister, mais on n'en parlait pas tant que ça. Et ça prend une place sur les réseaux sociaux, et je pense que ça manipule justement des personnes qui n'ont pas forcément encore un avis politique et qui sont pas trop politisées. Et justement, on les a pas avec ça. Parce que les jeunes, et de plus en plus tôt, je pense dans l'émission, vous en avez déjà parlé, que les psys sont des réseaux, etc., alors que normalement, ils ne devraient pas. Et en fait, ils se construisent en voyant des vidéos comme ça, alors que, en fait, non. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Et eux, ils se mettent cette idée de wokisme parce qu'ils s'attachent à ça, alors que c'est pas forcément la bonne idée et la bonne solution. Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, vraiment, le wokisme est très très présent. Je suis assez d'accord, et c'est vrai qu'ils sont extrêmement important et extrêmement bruyant sur les réseaux sociaux, Gauthier Lebray. Oui, mais moi je pense pas que ça existait avant et qu'on n'avait pas découvert. Ça s'est infiltré. On voit bien, ça a des conséquences. Ça a des conséquences nettes sur l'université. On en parle aujourd'hui parce que vous avez des manifestations, parce que vous avez des conséquences pour les élèves qui ne sont pas woke et qui ne répondent pas à cette idéologie. Donc, et puis ça n'a pas non plus 30 ans le wokisme. Ça vient des États-Unis. Woke pour être éveillé aux minorités. Et comme le disait très justement notre
auditeur précédent, ils sont tellement tolérants qu'ils deviennent intolérants avec ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est les premiers intolérants. Exactement. Et on le voit, ça infiltre même la fiction, hein. Ça infiltre le cinéma américain, demain le cinéma français. Ce matin, on regardait les séquences des films de Blier de Michel Blanc. Oui. Mais impossible aujourd'hui. Les dialogues, mais impossible aujourd'hui, parce que justement, on accuserait le film d'être misogyne, homophobe, et on ne pourrait plus écrire les scènes de tenue de soirée de Bertrand Blier, c'est impossible. Mais c'est sûr, mais même moi, aujourd'hui, difficile aussi de refaire Ratatouille. Merci Mathéo. Même en télé, vous faites vous avez souvent cette émission produite par les équipes de Quotidien où ils sortent des archives des années 70, 80, 90. Ils avaient fait ça à Patrice Laffont, à qui on a rendu hommage. Voilà. Et donc, évidemment, cette télé, elle représente l'époque dans laquelle elle se faisait. Et donc, aujourd'hui, forcément, avec les lunettes d'aujourd'hui et puis cet esprit woke, et bien après, on cloue au pilori en ressortant des archives. Bien sûr, on brûle tout. On brûle tout, voilà, c'est tout. Bien sûr, vous brûlez pas votre slip parce que ça fera un feu de forêt, merci. Mathéo, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On est avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour. Salut Guitou. Ça va? Merci. Guitou, bravo Guitou, c'est bien. Merci d'être avec nous. Guy, vous nous appelez d'où? De Juan. De Juan-les-Pins? Absolument. Mais j'adore, vous savez que je suis fan de Juan-les-Pins. Je sais. Et Valérie Benaïm vient acheter la viande à Juan-les-Pins aussi. Non. C'est vrai que j'y suis allée cet été. Vous savez que. Décidément. Valérie Benaïm, qu'est-ce qu'elle est belle. Mon fils à la caisse, il a vu la carte, il a dit tiens, c'est Valérie. Je connais cette tête, mais quand j'ai vu, il a confirmé Valérie Benaïm. Alors, juste à vous, vous pouvez demander à votre fils, c'était une carte or. Une blague. Eh ben, tu peux prendre la boucherie entière. Merci Guy. Non, mais, Valérie Benaïm en milieu de charcuterie de boucherie, elle est magnifique. Non, mais vraiment. Olivier d'Artigol a les mêmes ambitions à Pau, c'est pour ça qu'il multiplie les émissions. Non mais je vous le dis, Guy, quand elle arrive dans une boucherie, je peux vous dire, la côtelette s'illumine. Non mais vraiment, Guy. Non mais je le dis à nos auditeurs d'Europe 1, c'est un truc de fou. Non mais c'est du top qui vend, elle peut te dire. Je vais venir, Guy. En tout cas, vous êtes bien à Juan-les-Pins, non? Vous êtes bien à Juan-les-Pins, non? Putain, si j'en ai bien, moi j'ai quitté Paris, je suis heureux, j'ai habité Cannes pendant une trentaine d'années, Paris une trentaine d'années, je compte finir mes jours ici, encore une trentaine, on sait jamais. Non, même quarantaine, Guy, voire 50. D'accord, tu as raison, mon fils. Ouais. Merci Guy, merci en tout cas, et ça nous fait très plaisir de vous avoir sur Europe 1. Vous nous écoutez souvent, Guy? Tous les jours. Ça me fait plaisir. Même après, même ma femme, on t'entend partout. Et je voulais réagir sur le gars qui est l'étudiant là, qui a dit les universités et tout ça là. Oui, allez-y. Judas. Allez-y, oui, Judas, oui. Moi, je comprends pas. Bon, si j'avais l'âge, quand j'étais jeune, j'étais étudiant. Mais comment on peut laisser faire tous ces gamins-là et sans réagir? Il peut y avoir une centaine, 150 étudiants juifs ou pas juifs, chrétiens, quelle soit leur religion, l'UNI, les étudiants, et ils vont là-bas, ils essaient de prendre une salle, et si les autres rentrent dedans, on fait la baston. Comme ça, les directeurs d'université vont interdire de tous les côtés de foutre la merde dans les universités. Mais c'est vrai que, alors Guy, moi je vais vous dire, si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 17h47, on a eu un témoignage très fort tout à l'heure d'un jeune homme, Judas, qui est un étudiant. Judas, oui, je réagis sur Judas, il faut partir, pas du tout, au contraire. Oui. Voilà, quand vous entendez Judas dire il faut partir, les Juifs n'ont plus leur place en France, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Pas du tout. Les Juifs sont là depuis des millénaires, des centenaires. Les Juifs sont là. C'est une civilisation judéo-chrétienne, la France, et on est bien ici. Ceux qui veulent aller en Amérique, ou en Israël, ou ailleurs, ou au Canada, ou n'importe où, ils peuvent. Mais nous, on est bien en France. C'est notre pays, la France. Il faut la défendre. Quand j'entends des gens, oui, machin, les débats, etc. Et moi, je veux dire une chose. Depuis un temps, je comprends pas comment les Juifs ont fait barrage au RN. Les seuls qui défendent les Juifs, qui ont dit les Juifs, je sais pas, Julien Audoul, Sébastien Chenu, Bardella, quand il y a eu la guerre, ils défendent les Juifs, c'est le seul État qu'ils ont. Les Juifs sont bien en France. Les Juifs ne doivent pas quitter la France. Et ils défendent le judaïsme, c'est tout, les Juifs de France. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors le problème, c'est que quand il a parlé Judas, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est que l'État ne protège pas ses citoyens. Oui. Non, mais surtout dans les universités. Voilà. Où est l'État, Cyril? Où est l'État? Mais c'est surtout franchement, les responsables dans l'université, les directions. Olivier d'Artigol, quand vous avez entendu Guy parler du Rassemblement national et dire, aujourd'hui, ce sont les seuls qui protègent la communauté juive, qu'est-ce que vous lui dites? Non, je ne pense pas que le Rassemblement national est le seul parti politique
à défendre la communauté des Juifs de France. Donc est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste le fait? Le Parti Socialiste le fait? Ah oui. En s'alliant avec la LFI. Oui, mais je sais que c'est notre problème. Avec la LFI. Après, on peut refaire le débat 10 fois. Ah, mais on peut le refaire. Non, mais parce que il faut pas dire ça. Je maintiens que. On peut refaire le débat 10 fois. Olivier d'Artigol, juste parce que votre réponse, elle n'est pas recevable, excusez-moi de vous dire ça. Bah non, elle n'est pas recevable. Elle n'est pas recevable. Et je pense que Guy est d'accord avec moi. Vous pouvez pas dire le Parti Socialiste protège les Juifs de France quand il s'allie à la LFI avec les propos. Ça devrait être rédhibitoire dans ce cas-là. Donc Olivier d'Artigol, votre réponse, elle est caduque. Mais vous savez que vous rendez pas service aux Juifs de France en disant ça. Ça laisserait entendre que l'ensemble de la gauche française est antisémite. Il faut arrêter avec ça. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Je suis d'accord avec vous que cet accord électoral pose des problèmes. Bon, voilà. On y vient. Je suis d'accord avec vous que cet accord électoral pose des problèmes. Je pense que sans dissolution, la gauche qui est propre aurait pris les amarres et serait barrée. Je suis d'accord avec ça. Donc, j'ai pas de problème pour vous dire que cet accord électoral sur cette question-là peut poser problème. Je vous demande juste, Cyril, parce que chaque fois on le refait, de vous dire qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui sont d'accord avec tout ce qu'on entend. Mais vous êtes battu là-dessus, d'Artigol. Le problème, les gens, moi je parle pas des électeurs. Il y a plein d'électeurs à gauche qui pensent pas du tout comme la LFI et comme des membres de la LFI. Mais Olivier d'Artigol, quand vous parlez du Parti Socialiste, le Parti Socialiste là-dessus, ils sont éliminés, puisqu'ils se sont alliés avec la LFI, ce qui veut dire que pour le Parti Socialiste, être élu est plus important que d'être contre, Cyril, que la lutte contre l'antisémitisme. Si le Parti Socialiste est éliminé, ce sera aux électeurs de le dire dans les prochaines échéances. Mais je dis pas ça, je dis sur ce point-là. Vous avez compris ou pas? D'accord. Mais par exemple, Karim Bouarham, on en fait quoi? Karim Bouarham, je l'adore, moi. On en fait quoi? Il est éliminé? Non, mais Karim Bouarham, alors je vais vous dire. Mais première exception. Karim Bouarham, il critique la France Insoumise. Il critique la France Insoumise. Oui, bien sûr. Karim Bouarham, c'est le premier à dire que la France Insoumise, ils sont nombreux à les critiquer. Oui, mais Karim Bouarham, on l'entend plus que les autres. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Fabien Roussel, il a dit des choses fortes aussi. Guy, intervenir. Guy, allez-y. Parce que tout est en fonction des événements. Tout est en fonction des événements. Moi, je votais, on a voté à l'époque, quand on est arrivé en France, tout ça, bon, il y avait De Gaulle, etc. Après, bon, on a grandi, etc. Moi, j'ai voté Chirac. Après, quand il y a eu Mitterrand, on avait Mitterrand, après, on a voté Mitterrand, au deuxième tour de Mitterrand, deuxième septennat. Après, bon, Sarkozy, tout ça. On a été Macron. Macron nous a déçus à fond. Macron, qui, lui, quand l'armée israélienne a tué tous ceux qui ont tué l'attentat du Drakkar, au lieu de les féliciter, il a dit Israël, il faut arrêter, stopper. Mais c'est quoi? Sur Nasrallah. Oui, sur Nasrallah. C'est quoi? Patron du Hezbollah. Juste Guy, parce qu'il nous reste une minute. Qu'est-ce que vous dites à Olivier d'Artigol quand il dit... Olivier d'Artigol qui pense toujours à l'envers de ce que la France pense. Voilà. D'accord. Allez, bon week-end. Et bon week-end, Olivier d'Artigol. Sur ce, je rentre. Bon week-end d'Apo, d'Artigol. Merci Guy d'avoir été avec nous. Merci Guy, à bientôt. Bon, rappelle-moi quand tu veux. Guy, je passe à la boucherie. Je vous fais de gros bisous, Guy. Elle va passer, elle va venir peut-être pour Noël. Elle va venir, oui, Benaïm sera là pour Noël. Elle sera en Mère Noël dans la boucherie en train d'acheter du salami. Merci Guy d'avoir été avec nous. Merci, je vous fais de gros bisous, Guy. Et je vais vous dire, petite, juste 10 secondes. Karim Bouamran. Excellent, Karim Bouamran. Karim Bouamran. Il est invité, je crois, ce soir sur Europe 1. On l'adore. Mais vous voulez que je vous dise, Karim Bouamran, oui, ça c'est le PS qu'on aime. Je le dis. Et voilà, moi, on sait jamais où je suis. PS, truc, on sait pas. Mais en tout cas, c'est le PS qu'on aime, Karim Bouamran. Je le dis. Merci d'avoir été avec nous tous. On se retrouve lundi. Merci à tous les auditeurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve lundi, 16h. Et tout de suite, c'est Thierry Cabane sur CNews et Europe 1 pour Punchline.